Voici Londres, c'est la capitale de l'Angleterre. Et pourtant, elle ne semble presque pas anglaise du tout, encore moins britannique ou typique du Royaume-Uni. Elle n'a pas de centre unique et elle a été façonnée moins par ce qui était prévu que par ce qui n'a jamais été conçu, après qu'un millier de vieux villages se soient discrètement fondus en un seul. Mais comment en est-on arrivé là? Comment Londres est-elle devenue la ville culturelle la plus emblématique de Grande-Bretagne, tout en étant celle qui lui ressemble le moins? Contrairement à l'opinion courante, cela débute plusieurs siècles avant la reconstruction d'après-guerre ou le grand incendie de Londres. Voyez-vous, Londres n'a pas commencé comme une seule ville, elle a commencé comme deux villes. Il y avait la cité de Londres, appelée Londinium à l'époque, le mile carré d'origine, une ville commerçante fortifiée fondée par les Romains et entièrement bâtie sur l'argent. Westminster était une agglomération distincte, en amont de la rivière, bâtie autour de l'abbaye et de la couronne. Cette séparation a une origine précise. En 1065, le roi Édouard le Confesseur a déplacé sa cour à Westminster pour superviser de près la reconstruction de l'abbaye de Westminster. Alors le gouvernement l'a suivi là-bas, et à partir de ce moment-là, Londres a eu deux cœurs au lieu d'un. Une ville de l'argent et une ville du pouvoir, avec une campagne ouverte entre les deux, séparées administrativement jusqu'à aujourd'hui. Autour de ces deux centres-villes se trouvaient des dizaines de petits villages indépendants. Chelsea, Hampstead, Greenwich, Camberwell, chacun étant sa propre paroisse avec son propre centre. Londres ne s'est pas développée à partir d'un seul cœur comme une ville normale. Elle a grandi en avalant lentement tous ces endroits séparés, un par un, au fil des siècles. Il n'y a jamais eu de plan directeur pour les relier, parce qu'il n'y a jamais eu de centre unique à partir duquel planifier. Et c'est la raison pour laquelle les Londoniens se repèrent encore dans la ville par les noms des quartiers plutôt que par un grand centre. C'est ce qui distingue Londres des villes comme Manchester, Birmingham ou Glasgow, des endroits qui ont été construits délibérément autour d'une seule époque industrielle. Un cœur civique avec un grand hôtel de ville trônant au milieu, indiquant précisément où se trouvait le centre. Et puis, presque incroyablement, Londres a eu l'occasion de tout jeter à la poubelle et de repartir de zéro. En septembre 1666, le grand incendie a ravagé la ville et a réduit en cendres la majeure partie de l'ancien quartier d'un mile carré. Il a commencé juste après minuit dans une boulangerie de Pudding Lane. 4 jours plus tard, environ 13 000 maisons et 87 églises avaient disparu et 100 000 personnes étaient déplacées. 80% de la ville ont tout simplement été effacées. Une toile vierge en plein milieu de la ville la plus importante du pays. En conséquence, 5 grands plans ont été élaborés dans les semaines qui ont suivi l'extinction des flammes, et chacun d'eux imaginait un Londres complètement différent. Le plus célèbre était celui de Christopher Wren, l'architecte qui concevra plus tard la nouvelle cathédrale Saint-Paul. Il a proposé de larges boulevards droits et de grandes places ouvertes, inspirées par Paris. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Voyez-vous, la terre sous toute cette cendre appartenait à des milliers de personnes différentes, réparties sur des milliers de parcelles médiévales distinctes. Et ces gens voulaient récupérer leur propre terrain, exactement là où ils se trouvaient, pas une place dans le plan directeur de quelqu'un d'autre. Aucune rue de Rennes n'était alignée avec les anciennes limites des propriétés, donc construire sa version aurait impliqué de redessiner tous les titres fonciers de la ville. Le roi Charles II n'avait ni l'argent ni l'autorité pour imposer cela. Et les riches marchands de la ville, les mêmes qui lui prêtèrent de l'argent pour sa guerre contre les Hollandais à l'époque, voulaient avant tout une chose: reconstruire sur leur propre fondation. Donc au lieu d'une grande refonte, Londres a eu droit à un peu de réglementation. La loi sur la reconstruction de la ville de Londres, signée en février 1667, a conservé presque à l'identique le tracé des anciennes rues. Les seules vraies victoires du roi étaient mineures. Les rues ont été légèrement élargies, classées selon quelques largeurs standards, et les bâtiments devaient désormais être en briques ou en pierre au lieu de bois. Mais essentiellement, Londres a été reconstruite exactement sur son plan de rue médiévale. Et cette décision de privilégier les droits fonciers privés plutôt qu'un plan directeur est devenue le modèle pour les 350 années suivantes. Alors que Londres s'est étendue de façon spectaculaire au XVIIIe et XIXe siècle, son aménagement a été presque entièrement dicté par de riches propriétaires terre-terriens aristocrates qui possédaient chacun d'immenses domaines juste à l'ouest de l'ancienne ville et qui ont chacun transformé leurs parcelles en places élégantes et rangées de maisons mitoyennes, ce qui est devenu le West End. Par exemple, pour le domaine Grosvenor, tout remonte à 1677, lorsque Sir Thomas Grosvenor a épousé une héritière de 12 ans nommée Mary Day. Chaque grande crise de l'histoire a révélé la même erreur, de la Grande Dépression au krach financier de 2008. Les gens n'ont pas perdu d'argent par manque, mais parce qu'ils ont tout investi au même endroit. Je vais vous parler de Mintos.
Diversifiez vos investissements, bénéficiez d'un revenu passif quotidien prévisible et recevez jusqu'à 350 € de bonus. Avec Mintos, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou particuliers et touchez des intérêts fixes. Sur la plateforme Mintos, tout est très simple et le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance sur la plateforme. Vous pouvez filtrer les prêts selon le rendement que vous souhaitez, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer votre argent, le pays dans lequel vous voulez investir et même la devise. Mintos offre aussi des portefeuilles automatisés, évitant la surveillance continue grâce au réinvestissement automatique de vos rendements. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est d'environ 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous venez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir maintenant. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Ce qui a apporté à la famille quelques centaines d'acres de marais et de pâturages à l'ouest de la ville. Ce marais est aujourd'hui Mayfair et Belgravia. Chaque domaine a été construit selon son propre plan par son propre propriétaire, puis simplement rattaché à ce qui existait déjà. Il n'y avait aucune autorité centrale pour façonner l'ensemble. En fait, Londres n'a eu un seul gouvernement élu pour toute la zone urbaine qu'avec le London County Council en 1889. Et en plus de cela, l'ancienne cité de Londres, le Square Mile, a tout simplement refusé de participer. Elle a gardé son indépendance, son propre Lord Mayor, sa propre police, un gouvernement vieux de 1000 ans, et elle possède encore tout cela aujourd'hui. Le cœur même de la ville a choisi de ne pas être gouverné comme le reste. Pendant ce temps, regardez ce que faisait le reste de la Grande-Bretagne exactement au même moment. À l'époque de l'Évangile civique, de puissants gouvernements municipaux construisaient délibérément de grands centres pour affirmer leur puissance. Birmingham a rasé des taudis et tracé un tout nouveau boulevard, Corporation Street, en plein cœur de la ville, purement par volonté municipale. Édimbourg a aménagé toute une nouvelle ville à partir de 1767, une grille planifiée construite autour de Charlotte Square et St Andrew's Square comme une déclaration cohérente et unifiée. Liverpool a bâti sa grandeur de manière intentionnelle, érigeant St George's Hall comme un temple néoclassique avant d'aligner son front de mer avec les Trois Grâces, donnant délibérément à la ville un visage monumental. Ces villes ont choisi de se redonner un centre. En 1900, Londres était de loin la plus grande ville du monde, avec une population métropolitaine de plus de 6 millions d'habitants, alimentée par la révolution industrielle et l'apogée de l'Empire britannique, ce qui, comme nous le verrons, jouera aussi un rôle dans le caractère unique de Londres au Royaume-Uni. 40 ans plus tard, Londres a de nouveau été détruite, mais bien plus gravement pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela a été connu sous le nom de Blitz, une période de 8 mois à partir de septembre 1940, lorsque les Allemands ont largué plus de 18 000 tonnes de bombes sur la ville. Plus de 50 000 logements du centre de Londres ont été entièrement détruits et plus de 2 millions ont été endommagés. Encore une fois, les urbanistes ont présenté une grande vision. Le plan du comté de Londres de 1943 et le plan du Grand Londres de 1944, tous deux dirigés par un urbaniste nommé Patrick Abercrombie, étaient les principaux. C'était une refonte moderniste radicale. Des anneaux de nouvelles autoroutes traversant la ville, une utilisation des sols rationalisée et la ville médiévale enfin réorganisée en quelque chose d'ordonné. Mais il y avait quelque chose d'encore plus audacieux caché dans le plan d'Abercrombie. Le but n'était pas seulement de reconstruire Londres, c'était de la réduire. Le plan prévoyait de déplacer plus d'1 million de personnes hors de la ville, dans une ceinture de villes entièrement nouvelle, construite à partir de rien à la campagne, des endroits comme Stevenage et Harlow. La réflexion, qui mûrissait depuis des années au sein du gouvernement, était que Londres était devenue si dominante qu'elle vidait en réalité le reste du pays. Une commission royale a même qualifié le Grand Londres de menace nationale. La solution proposée était donc de désaimanter délibérément la capitale, de déplacer volontairement des personnes et des emplois hors de Londres pour le bien du Royaume-Uni. Encore une fois, presque aucun de ces plans ne s'est concrétisé. Le Royaume-Uni est sorti de la guerre presque en faillite. Le foncier était toujours aussi morcelé qu'avant et la volonté politique n'était tout simplement pas au rendez-vous. La ceinture autoroutière intérieure d'Abercrombie, à elle seule, aurait démoli plus de maisons que le Blitz. Alors la ville s'est simplement reconstruite une seconde fois sur ses anciens tracés. Mais point crucial, d'autres villes britanniques n'ont pas refusé. Coventry, qui avait été rasé lors d'un seul raid dévastateur, a reconstruit son centre en un centre moderniste épuré et soigneusement planifié, avec l'une des premières zones commerçantes piétonnes d'Europe.
Birmingham a reconstruit son centre presque entièrement autour de la voiture, l'entourant d'une rocade intérieure. Glasgow a fait passer des autoroutes en plein centre-ville. Ces villes se sont complètement redessinées, parfois de façon magnifique, souvent de manière brutale. Mais il y a eu une idée d'Abercrombie qui a perduré et elle a tout changé, la ceinture verte. Une ceinture d'espace ouvert protégé a été tracée tout autour de la ville et couvre aujourd'hui près d'1,3 million acres. L'objectif était en partie d'offrir aux Londoniens une campagne où s'évader, et en partie d'empêcher la ville de s'étendre sans fin vers l'extérieur. L'effet cependant a été d'enfermer une ville toujours en croissance à l'intérieur d'une limite rigide et fixe, sans expansion infinie. C'est alors que la forme physique de Londres et son économie se heurtent pour la première fois. Parce que l'offre de terrain a été gelée seulement quelques années avant que la demande n'explose. Ce moment, bien sûr, c'est la désindustrialisation. La Grande-Bretagne s'est désindustrialisée plus vite et plus fortement que presque tous les autres pays riches. Dans les villes britanniques, l'industrie manufacturière représentait près d'un tiers de tous les emplois en 1981, mais seulement 1 sur 8 une décennie plus tard. Les villes qui avaient été délibérément construites autour de l'industrie, comme Manchester, Birmingham, Glasgow, Sheffield, Liverpool, ont perdu précisément ce pourquoi elles avaient été créées, et par conséquent ont aussi perdu une grande partie de leur population. Londres a aussi été touchée, mais elle n'a jamais vraiment été une ville industrielle au même titre. Son économie avait toujours reposé sur le commerce, la finance, les services et le port. Lorsque l'industrie s'est effondrée en Grande-Bretagne, Londres était le seul endroit en mesure de se réorienter vers autre chose si elle n'avait pas déjà dépassé ce stade. Le reste du pays ne l'était pas. Bientôt, les choses sont devenues encore plus folles. Le 27 octobre 1986, le gouvernement a déréglementé la bourse de Londres du jour au lendemain, dans une réforme radicale appelée le Big Bang. À ce moment-là, le marché s'est ouvert aux entreprises étrangères. Les banques internationales ont afflué. Sur les quelques 300 sociétés membres toutes britanniques auparavant, 75 étaient détenues par des étrangers en une seule année. Londres est passé d'un centre fermé et exclusif, ne traitant qu'un 13e du volume de New York, à l'une des 2 grandes capitales financières de la planète, aux côtés de New York elle-même. Cela a permis à un tout nouveau quartier financier de surgir de l'ancien. Les Docklands, à 3 miles à l'est, à Canary Wharf. Nous arrivons donc à l'époque moderne, et l'écart que tout cela a créé est vraiment stupéfiant. Londres représente environ 22% de la production économique du Royaume-Uni. Sa productivité par heure est 26% plus élevée que celle du reste du pays. L'écart de productivité entre le sud-est et Londres et le reste de la Grande-Bretagne dépasse désormais celui entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, ou entre le nord et le sud de l'Italie. Ce n'est pas l'histoire habituelle de la capitale dominante, car des villes comme Manchester et Birmingham sont en fait sous-performantes pour leur taille, avec une productivité étonnamment faible au regard de leur population. Et Londres réalise tout cela sur de très courtes distances. Londres et Manchester sont séparés de 260 km, et économiquement, elles pourraient tout aussi bien être des nations différentes. Leeds est encore plus proche, pourtant c'est la plus grande ville d'Europe occidentale sans aucun type de métro. Aujourd'hui, Londres reste toujours décentralisé. Le pouvoir financier se trouve dans la City, tandis que les nouveaux capitaux est à Canary Wharf. Magasins et théâtres sont concentrés dans le West End. Le gouvernement siège à Westminster et le métro londonien, ou Tube, est de loin supérieur à celui des autres villes britanniques, avec 11 lignes et 272 stations desservant plus d'1 milliard de personnes chaque année. Sur le plan administratif, le Grand Londres est divisé en 32 arrondissements parce qu'il est si vaste, alors que les autres grandes villes sont gérées par une seule autorité unitaire. Enfin, il existe une dernière façon dont Londres se distingue des autres villes britanniques, la plus évidente, sa population. De loin, Londres est la ville la plus diversifiée du pays. Environ 41% des Londoniens sont nés en dehors du Royaume-Uni. C'est pratiquement le double de la moyenne des autres grandes villes d'Angleterre, où environ 21% des habitants sont nés à l'étranger. Plus de 300 langues y sont parlées. Des quartiers entiers sont organisés autour de communautés venant d'une région spécifique du monde. Dans la City, pratiquement la moitié des travailleurs sont nés en dehors du Royaume-Uni. C'est le résultat d'être une ville mondiale et de l'histoire coloniale britannique qui a amené de nombreux anciens sujets à s'y installer. Tout cela a fait de Londres une ville différente de toutes les autres au Royaume-Uni, malgré le fait qu'elle soit sa capitale culturelle et qu'elle abrite la plupart des principales attractions du pays. De Big Ben, le London Eye, le palais de Buckingham, la Tour de Londres, Westminster et bien d'autres encore. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.